Bienvenue à tous dans la famille en question. Recyclage, achat de produits bio, énergie renouvelable. De plus en plus de familles sont sensibilisées aux questions écologiques et changent peu à peu leur mode de vie. Comment faire la part des choses entre l'effet de mode et l'impact réel sur l'environnement? Quels sont les enjeux éducatifs et quelle est la pensée sociale de l'Église sur l'écologie? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille Nicolas Métraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et père de famille écolo. Vous avez fait pendant 14 mois un tour du monde avec votre femme et vos 5 filles pour découvrir comment des pays luttent contre la déforestation. Vous nous en parlerez. À vos côtés, Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux assomptionniste, journaliste, cofondateur des Cahiers de Saint-Lambert, Ensemble face à la crise écologique, une revue trimestrielle. Merci de nous avoir rejoints. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous intervenez bien sûr régulièrement sur ce plateau. Vous nous apporterez, votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir comment, au fil des années, une famille vivant en région parisienne a changé sa manière de vivre pour préserver l'environnement. Un reportage de Gaël Le Garec. Dans la famille Blanchard, la protection de l'environnement est passée depuis longtemps de la théorie à la pratique. Du café, épluchure de pommes de terre avec parcimonie parce que c'est un peu difficile à décomposer. Et après, on va les slasher sur betteraves, vieilles pommes, trognons et diverses épluchures. C'est un peu ragoûtant, hein. Voilà. Un petit fond de salade. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. La nature fera le reste. Du composteur à lombric dans le jardin, à la cuve de récupération d'eau de pluie, c'est quasiment toute la maison de Jean et Marine qui, en l'espace d'une dizaine d'années, est progressivement passée au vert. Par le biais des couches lavables et de l'allaitement aussi, on a rencontré des gens qui avaient des préoccupations, des inspirations à une alimentation plus saine, à un mode de vie peut-être moins consumériste. Et bien, petit à petit, on a aussi fait rentrer dans notre vie des choses comme ça auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. On fait attention en effet aux légumes de saison. Donc on se rend compte que finalement ce qui est bon pour nous, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre environnement et l'environnement de nos enfants. Merci les poules. Et voilà, tous les œufs sont dans mon panier. Un engagement écologique qui s'applique à toutes les dimensions de leur vie. Le fait de ne pas prendre de contraception, mais d'avoir une méthode de régulation naturelle, la méthode Billings par exemple dans notre cas, qui au début était une motivation morale, de la foi et morale, eh bien on se rend compte que ça a aussi un impact écologique, puisqu'en fait on ne rejette pas dans l'environnement des hormones, et on se rend compte que là aussi, du coup, peut-être l'enseignement de l'Église a aussi une intuition, enfin moi en tout cas je le relis comme ça, qui est dans le respect de la vie au total, qui est de la vie humaine, mais aussi de notre environnement, puisque ça a un vrai impact. Donc on se rend compte que finalement des choix sont aussi en phase avec la foi. Loin d'être radicaliste, c'est donc pas à pas et geste par geste que ce couple avance dans sa démarche durable. On utilise des lessives biologiques, on a essayé les lois de lavage, mais bon, ça ne nous donnait pas satisfaction. On se dit peut-être mal pris, il faudrait peut-être qu'on réessaye. Et en tout cas, pour réduire la quantité de lessive qu'on met, on utilise des balles et des battoirs qu'on met dans la machine. Ça aide au brassage du linge et donc il est mieux lavé avec moins de lessive. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est ça. Et c'est simple, ça reste dans la machine, ça tourne avec le linge. Bien qu'encore très jeunes, Étienne et Marie-Amélie, les deux enfants du couple, sont impliqués à leur manière dans la démarche familiale. En effet, Marine a choisi de n'utiliser que des couches lavables, plus chères à l'achat, mais beaucoup moins polluantes, un choix qu'elle ne regrette pas. Si on continue à le faire, je pense aussi c'est parce que la contrainte est... le bénéfice est quand même supérieur à la contrainte aussi, et la motivation. Mais il y a beaucoup d'idées reçues. On pense qu'on régresse parce qu'on utilise des couches qu'on lave. Et en fait, moi, je pense qu'on progresse. Déterminés à aller encore plus loin dans leur pratique de l'écologie, Marine et Jean envisagent prochainement d'acheter fruits et légumes directement aux producteurs de la région ou encore de poser des panneaux solaires sur le toit de leur maison. Nicolas Métraud, une réaction sur ce reportage? Vous faites, vous, du tri, par exemple, du compost ou pas? Oui, oui. Oui, on fait du tri, du compost. Je dirais pour ce qui nous concerne, nous essayons surtout de réduire notre consommation pour ce qui n'est pas utile.
C'est-à-dire C'est-à-dire, typiquement, vous le disiez, on est parti en voyage, on revenait, il fallait réinstaller un peu les chambres parce qu'on avait loué notre maison pendant ce temps-là, et puis il y en avait 2 qui rentraient à l'école, bon, on avait besoin de 2 bureaux. Typiquement, les 2 bureaux, on les a trouvés à moins de 500 mètres de chez nous, dans la rue, gratuitement, quasiment neufs. Ce qui n'était pas forcément évident à accepter pour les filles, parce que c'était pas pour elles qu'on l'avait acheté, et en même temps elles ont très bien compris, peut-être grâce au voyage aussi, que c'était là, et que ça pouvait tout à fait être encore utilisé, c'était encore une fois en très bon état, et que du coup ça serait autant qui ne serait pas dans le cycle de consommation, de production et d'utilisation. Voilà. Dominique Lang, est-ce que l'écologie devient une nouvelle valeur dans la famille? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez en tant que fondateur de cette revue, les Cahiers de Saint-Lambert, sur les questions écologiques? Ce qu'on constate, c'est que pour un certain nombre de jeunes couples qui maintenant commencent à avoir des enfants, qui commencent à s'installer, qui commencent à acheter des maisons, c'est désormais une évidence. Ah oui. Voilà. Et on entend même des chiffres, alors je ne sais pas la validité exacte de ces chiffres, mais par exemple aussi un certain nombre de jeunes sortant de grandes écoles. J'ai entendu un chiffre un jour disant que 40% d'une promotion de grandes écoles en sortant fait un choix, dit, après la pratique c'est peut-être autre chose, mais en tout cas dit spontanément qu'ils préfèrent choisir un métier qui a du sens plutôt qu'un métier qui rapporterait beaucoup d'argent, etc. Mais en quoi est-ce que choisir un métier qui a du sens se rattache à une question d'écologie pour vous? Je pense que Nicolas peut en parler très bien, mais on le voit assez vite dès qu'on pose la question du sens. Et je crois que foncièrement, c'est tout l'intérêt des questions d'écologie, c'est que c'est ça qu'elles posent. Voilà. C'est pas simplement une question de respect de la planète ou d'avoir des pratiques particulières, il y a aussi ça. Mais foncièrement, dès qu'on parle avec des écologistes, reviennent les questions, mais pourquoi on vit si bas? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Quel est le sens de ma consommation, etc. Qui sont foncièrement des questions existentielles, et on pourrait même dire des questions théologiques. Voilà. Et donc les choses, une espèce de cohérence de vie qui se fait à partir du moment où on commence à se dire, mais pourquoi je gagne autant d'argent? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, j'en ai pas autant besoin. Et du coup, je vis un peu autrement. Du coup, je fais un certain nombre de choix. J'ai plus de temps pour autre chose. Et puis, peu à peu, arrivent toutes ces questions d'écologie, d'habitat, de consommation. Nicolas Métraud, vous êtes d'accord avec le point de vue de Dominique Lang? C'est un peu une approche globale, finalement, de sa vie, c'est-à-dire un métier qui ait du sens, mais qui va avoir aussi des déclinaisons dans des tas d'autres domaines. C'est votre cas? Oui, là où je le rejoins complètement, c'est que je vois à l'échelle de ma petite entreprise, Kilomé, qui... Alors vous faites justement, vous travaillez en faveur de la préservation des forêts, de la préservation et de la replantation, la reforestation. Donc on a une petite équipe ici à Paris, et puis une qui grandit dans différents pays où c'est pratiqué, au Sénégal en particulier. Et ce que j'observe, effectivement, c'est qu'il y a une qualité d'engagement des jeunes qui nous rejoignent ou qui ont envie de nous rejoindre, qui est sans commune mesure avec celle qu'il y avait probablement il y a 20 ans, peut-être même 10. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de concomitance entre quelque part le travail devenant de plus en plus précaire. C'est tellement de plus en plus difficile d'avoir un boulot que les jeunes se posent de plus en plus aussi la question de ce qu'ils veulent en faire de ce boulot. Pour être sûr en tout cas, je le vois. Bien s'engager, bien choisir. Et ça rejoint l'écologie, parce qu'effectivement, qu'est-ce que je vais faire? C'est la question du de quoi s'agit-il? Comment j'ai cherché du boulot, et ensuite, ça a toujours été le comment. Comment je vais gravir les échelons. Plus que qu'est-ce que je vais faire, à quoi va servir, de quoi s'agit-il dans mon travail, qu'est-ce que je produis ou que je contribue à produire. Et de plus en plus, j'ai l'impression, une partie des jeunes se pose la question de qu'est-ce que je vais faire vraiment. Est-ce que ça a un impact positif? Est-ce que ça crée de la vie ou pas? Et ça, c'est l'écologie, c'est rien d'autre. Alors, on en revient à votre voyage en famille, ça a duré 14 mois. Vous êtes allé découvrir comment des pays luttaient contre la déforestation, donc c'était en lien avec votre activité professionnelle. Comment est né ce projet, en fait? Alors c'est un projet familial qui englobe ce que vous dites et qui le dépasse. Ce projet, il est né dans la formation de notre couple. Laure Isabelle, ma femme et moi, on a pas mal voyagé avant d'avoir nos enfants. Et puis, Marie, elle va avoir 13 ans dans les jours qui viennent. Et donc, votre fille aînée? Notre fille aînée, et on en a eu 4 autres ensuite. Et donc, on a beaucoup moins voyagé pendant une dizaine d'années. Et on s'était toujours dit que cette expérience assez fondamentale et même constitutive pour nous, pour notre jeunesse et pour la formation de notre couple, on aimerait la partager d'une toute autre façon avec nos enfants. Et donc Marthe, notre dernière fille,
ayant 2 ans et demi, on est partis tous les 7 autour du monde, effectivement. D'abord pour passer un moment ensemble, ce qu'on fait jamais 24/24, je dirais, dans la vie habituelle. C'est peut-être le plus beau cadeau d'ailleurs. Pour aussi accueillir l'imprévu, ce qu'on fait non plus jamais dans la vie habituelle. On a toujours des agendas beaucoup trop remplis. Donc pouvoir répondre à une sollicitation, à une rencontre, à un émerveillement et y rester une semaine plutôt qu'1 jour, c'est quelque chose qu'on a su faire pendant notre voyage. Il y avait toujours cette démarche aussi autour de l'environnement en fait. Et alors oui, aller à la rencontre de notre planète, des merveilles qu'il y a, et puis aussi de ses fragilités, de ses difficultés. Et effectivement, il y avait un axe qui est celui sur lequel je travaille, qui est celui de la forêt. Je préfère à la lutte contre la déforestation plutôt l'invention de nouvelles façons de trouver une place pour l'arbre à côté de l'homme et pour l'homme à côté de l'arbre. Vous voyez, c'est plus large. C'est rarement une lutte en fait. C'est plutôt une redécouverte de ce qui est en nous, les êtres humains, puisque les êtres humains ont vécu dans les arbres et auprès des arbres quasiment depuis que nous sommes êtres humains et avant. Et ça, on l'a un peu perdu depuis une 30aine d'années, depuis qu'on vit dans le béton et dans les villes. Et ce projet, ce voyage, finalement, ça a changé votre vie, vous diriez ? Oui, alors ça a clairement changé notre vie. De quel point de vue ? Ça a planté des graines, je dirais, dans le cœur des 7 membres de la famille. On a appelé le voyage Espérance 7, parce qu'on partait à la rencontre de gens qui portent l'espérance, puis on s'est rendu compte que nous aussi, comme famille, j'allais dire normale et plutôt unie, on portait aussi de l'espérance vis-à-vis des gens qu'on rencontrait. De façon intéressante, d'ailleurs, souvent dans les pays en voie de développement qui ont connu des très fortes natalités, puis qui s'en éloignent, de voir 5 enfants avec des parents qui s'entendent, c'était un message d'espérance. Et donc, on allait à cette rencontre-là, et c'était... oui, on allait ça vous a changé quand même. Ça nous a changé parce que, si vous voulez, voilà, les graines qui ont été plantées dans le cœur de nos enfants, par exemple, je ne sais pas quand on va voir les fleurs apparaître. On en voit déjà, par exemple, en termes d'adaptation. Elles sont rentrées toutes les 4 dans une école différente. Ça s'est passé mieux qu'aucune des rentrées qu'on n'a jamais vécues. On les voit partir à droite, à gauche. Elles viennent partir au Portugal 1 semaine avec leur maman. Ça s'est passé impeccablement. Il y a un goût de la différence et de la découverte qui est clairement changé. Puis après, il y a plein de choses que je ne connais pas aujourd'hui et puis dont je ne saurais jamais si elles viennent du voyage ou pas. Mais oui, ça a sensibilisé vos filles aux questions de préservation de l'environnement. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, elles sont attentives d'une façon ou d'une autre à ces questions-là ? Oui, il y a des choses qu'on voit très concrètement. Par exemple ? Par exemple, l'eau. Oui. L'eau, on voit bien quand on va en Inde du Sud que c'est un luxe. Quand un jeune de 23 ans vous dit, moi, même quand j'étais enfant, j'avais l'eau au puits, maintenant je ne peux plus la boire, je suis obligé d'acheter de l'eau en bouteille, et que vous voyez que l'eau en bouteille elle coûte 50 centimes d'euros en Inde du Sud, c'est-à-dire plus cher qu'ici. Donc ça les a touchées. Ah bah oui, parce que là, elles ont touché, elles ont senti dans leur corps que l'eau c'est rare. D'accord. Donc du coup, ça a induit des changements de comportement ? C'est-à-dire qu'elles y faisaient déjà attention, c'est plutôt elles qui nous rappelaient à l'ordre que l'inverse, et c'est encore plus le cas, oui. D'accord. Et puis, je dirais, le plus frappant, c'est ce rapport à la consommation. D'accord. On a eu la chance de devoir compter nos bagages tout le temps. Ça nous a aidés. Et je crois qu'elles se sont... Et nous sommes allégés du besoin de consommation. D'accord. Et ça c'est peut-être le plus gros frein. Parce que si vous regardez dans votre maison ce qu'il y a d'inutile, en tout cas ce que vous n'avez pas utilisé depuis 1 an ou que vous n'utiliserez pas pendant 1 an, vous verrez qu'il y en a 70%. Et plutôt que d'essayer de gagner 10% d'analyse de cycle de vie ou d'émissions de carbone sur tout, si on se réduit à ce dont on a besoin, et il y a de quoi faire vivre beaucoup de monde avec ça, on a réduit son empreinte écologique de façon drastique. Dominique Lang, tout le monde n'a pas la chance de faire un tour du monde, comme Nicolas et sa famille, mais on peut agir ici, maintenant, au quotidien. Par quel type d'actes concrets est-ce qu'on peut agir pour préserver l'environnement autant que possible? C'est la question piège qui revient toujours quand on rencontre, et on voit maintenant dans les paroisses un certain nombre de groupes qui sont prêts maintenant, qui font des soirées, des conférences, et elles démarrent toujours par cette question en disant la sensibilisation elle est faite, la prise de conscience elle est faite, ou elle est en train de se faire, par quoi on commence, voilà. Et là on sent qu'on est à un moment où on est un peu démunis et on aimerait un peu comme ça qu'on donne des solutions un peu comme une formule magique. Et il n'y en a pas? Et je crois pas beaucoup à la magie, donc je pense pas de ce côté-là, ça je crois pas.
il y a des choses très concrètes qu'on peut faire, et les magazines sont pleins. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine aujourd'hui, les solutions, on en voit. Ce qui me paraît en même temps nécessaire, et peut-être même encore plus, c'est surtout de travailler à cette prise de conscience collective, à cette cohérence de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de cohérence? Ben, voilà, ce qui me frappe quand on rencontre notamment un certain nombre d'écologistes de vieille date, ou qui souvent se sont bagarrés un peu tout seuls, avec tout ce qu'ils peuvent être, aussi d'excessifs ou d'idéologues, etc. Mais en tout cas, dans les gens vraiment dont on sent que c'est devenu une manière de vivre, c'est cette lucidité par rapport aux choses. Un peu ce que disait Nicolas par rapport à la consommation, où on commence à regarder les choses autrement, en disant mais en fait ça, je n'en ai pas vraiment besoin. En fait ça, c'est un gadget, mais celui-là on le choisit parce que celui-là il nous fait vivre. Et puis celui-là on s'en débarrasse et on trouve un moyen d'être solidaire avec d'autres en le faisant, etc. On est quand même toujours dans une logique de consommation, de production. Dans notre pays, on ne peut pas dire qu'on achète moins de choses, non? Ben, il y a des gens qui le font. Ouais. Je pense à l'une autre jeune femme rencontrée là, qui, à un moment donné, ont eu cette démarche qu'on appelle aujourd'hui de sobriété heureuse, volontaire, et qui ont fait exactement la démarche que tu racontais, Nicolas, de regarder leur maison et de dire mais de quoi on pourrait se débarrasser dont on n'a pas besoin. Et elles ont fait ça pendant 3 semaines, elles ont fait le tour de leur maison, et elles ont cherché un moyen de rendre utile ce dont elles ne se servaient pas. Et qui nous gêne. Et qui gêne. Parce que du coup, ces femmes-là disaient, mais je me suis rendu compte que du coup, ce dont j'ai besoin en termes de niveau d'achat, etc., est beaucoup plus faible. J'ai besoin de dépenser moins. Donc j'ai besoin de travailler moins. Donc du coup, elle a fait le choix de rester un peu plus à la maison pour être près de ses enfants. Donc ça, vous envoyez de plus en plus des personnes comme en tout cas, on cette femme. sent ces questions qui viennent beaucoup plus naturellement qu'avant. Je ne sais pas si ça représente... Et je ne suis pas sûr que la question, c'est pas forcément d'arriver à 80% de personnes qui vont être convaincues et alors ça va se faire. Ouais. Sur ces questions-là, il y a des niveaux beaucoup plus faibles. C'est par cristallisation que ça se fait. C'est par quelques personnes qui tiennent en disant, voilà, ça devient cohérent dans ma vie. Toi, c'est cohérent dans ta manière d'être. Le but, c'est pas que tout le monde fasse la même chose. C'est que dans la manière dont chacun a progressé, en disant, maintenant, j'essaie de remettre de la cohérence. Pour certains, ça va être dans le métier. Pour d'autres, ça va être dans la manière de vivre en famille. Pour d'autres, ça va être dans des choix religieux, dans des choix associatifs. Et à partir de là, de recréer une cohérence sur la consommation, sur le lien avec les autres, etc. Ce qui veut dire qu'à contrario, si on fait simplement quelques gestes, le tri, je ne sais pas, faire attention à sa consommation d'eau, d'électricité, en soi, ça ne signifie pas grand-chose. Il faut qu'il y ait une démarche qui soit plus profonde, plus globale. Je ne pose pas trop les choses. Je crois que dans le symbolique, y a pas, c'est pas utile. Un symbole n'est pas utile. Un symbole, il est agissant. Voilà. Et donc, si le fait de consommer un peu moins d'eau, d'utiliser une douche moins longtemps, me fait penser à chaque fois que je le fais que en fait l'eau est un problème, etc., de fait, c'est quelque chose qui me travaille. Alors, ça ne va pas jaillir tout de suite sur le niveau de ma facture, etc., pas forcément. Mais si je commence à être attentif à ça, je vais être attentif avec mes collègues de travail, avec mes enfants. D'accord, c'est respect de l'autre. Oui, voilà, il y a une lucidité qui se refait. Voilà, et ce que tu disais sur les arbres, on le voit sur d'autres choses. Ce rapport à la terre qu'on a complètement perdu, parce qu'on est dans un monde artificialisé. Et on condamne personne en disant ça, c'est un fait. Nos mondes sont urbanisés parce que c'est sûrement une évolution assez naturelle de nos communautés. Mais on a perdu un contact, une espèce d'évidence aux saisons, à la manière dont les choses poussent, au fait que tout ne nous est pas dû, voilà, que les choses ont un prix, etc. Des questions ordinaires. Voilà. Et quand on reprend conscience de ça, eh ben, on gagne en qualité de vie et entre autres de qualité de relation avec les personnes. Ça, c'est très intéressant. Alors, une question aussi concernant donc, les chrétiens. Vous le disiez, dans ces réunions qui ont lieu dans les paroisses, ce sont des questions qui commencent à émerger assez fortement. De quelle façon les chrétiens se préoccupent de l'écologie, alors? Moi, je trouve de manière un peu maladroite. Ah oui. C'est-à-dire avec beaucoup de bonne volonté, mais comme tout le monde, comme le reste de la société française. Hein. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aurait des clés plus rapides. Je crois qu'on est aussi démunis que le reste de la société française dans laquelle on vit. Et donc on y va soit en sortant les bannières, et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne manière, ou bien en disant, mais en fait, on a toujours eu dans notre tradition de ce qu'il faut, et c'est vrai que dans notre tradition chrétienne, il y a des ressources pour penser le rapport à la terre. Mais ce qui me semblerait beaucoup plus agissant, c'est d'accepter que sur cette question-là, et c'est une bonne nouvelle, je crois foncièrement c'est une bonne nouvelle, on ne pourra avancer que si on accepte d'entrer en dialogue avec des gens qui ont commencé à se mettre en route. Et souvent, ce sont des gens qui sont hors de nos réseaux chrétiens.
D'accord. Et quand on entre dans cette perspective-là, de dépasser un peu nos petits esprits de chapelle, parce que dans l'écologie aussi, il y a beaucoup d'esprits de chapelle. Ouais. Donc on a aussi un service à rendre, ce travail de communion, qui est quand même la grâce des chrétiens. Quand on fait ce travail-là entre nous et avec d'autres, au nom de ces questions du sens, du rapport à la terre, du rapport les uns aux autres, alors il se passe des choses. Nicolas Métraud, ces choix que vous avez posés, ce voyage, les actes que vous effectuez au quotidien aujourd'hui en famille pour préserver l'environnement, ce sont des choix qui sont en phase avec votre foi également? La foi est un moteur derrière ça? C'est une cohérence. Ouais. Tout ça, c'est un tout. Ce que je crois que m'a apporté mon engagement dans la forêt, en particulier, c'est une plus grande conscience du fait que nous appartenons à un tout. Ouais. C'est-à-dire que les chrétiens sont très centrés sur l'homme et sur Dieu, mais oublient peut-être parfois que la vie, aujourd'hui, fait partie d'un tout et n'est possible que parce qu'on fait partie d'un tout. Et ça, voilà, ça je l'ai touché. Je l'ai touché aussi, et la foi s'enrichit au contact des autres. Je travaille au Sénégal avec des musulmans, chiites, très ouverts justement sur le monde, dans un islam de tolérance qu'on ne connaît pas bien en France. Notre partenaire Mosdaïr je dis toujours, plante des graines dans le cœur des hommes avant d'en planter dans les jardins ou dans les forêts. Ça aussi, ça enrichit la foi. Ça ne veut pas dire que je me suis éloigné, bien au contraire. Ouais, ça vous ancre davantage. Ça nous est même arrivé à un moment de prier ensemble, chacun à sa façon, pour une même cause. D'accord. Parce que planter des arbres, ça ne sert à rien si ça n'a pas un impact sur la vie des gens. Et ce qu'on fait en Casamance avec Trees and Life, notre projet, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent rester dans leur village ou rentrer dans leur village. Et ça, qu'on soit musulman, chrétien, peu importe. Voyez. Et donc, voilà, cette reconnexion à la terre, cette reconnexion à la nature, elle est forcément nourriture de foi. Parce qu'elle touche l'essentiel. Et puis l'autre chose, c'est qu'on sent bien, il y a quelque chose de très important, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété joyeuse. C'est que les gestes écolos, c'est pas forcément un renoncement, c'est pas forcément une culpabilité, c'est pas forcément un effort à traîner sur son épaule. Ouais. Au contraire, ça peut être joyeux. On voit bien dans votre reportage, le petit gamin qui a trouvé son œuf, il est absolument ravi. 100 fois plus ravi qu'avant, où il pensait que les œufs, ça poussait dans des boîtes plastiques chez Auchan. Il est incroyable, il s'émerveille. Eh ben, l'écologie, c'est ça aussi, et c'est ça la vie, et c'est ça Dieu. D'accord. Un dernier mot, votre ruban bleu, c'est quoi C'est le symbole de la semaine planétaire pour créer un monde meilleur. Qui avait lieu la fin mai. Qui du 17 au 23 mai, et qui aura lieu chaque année. D'accord. Et qui est l'occasion, on est un peu dans la lignée de ce que je viens de dire, de célébrer, de faire connaître, de promouvoir toutes les petites actions, qu'elles soient au niveau de votre personne, pour vous faire plaisir. Vous aimez les fleurs, et pendant cette semaine, vous vous offrez des fleurs. Vous en offrez à votre voisin, vous allez voir un oncle que vous n'avez pas vu depuis 6 mois. Et puis après, vous avez dans votre quartier une action, dans votre entreprise, dans votre église. Voilà, tout un tas d'actions dont on pense toutes qu'elles sont uniques et qu'elles n'ont pas forcément toujours la résonance qu'on aimerait qu'elles ont. Et bien justement, c'est l'occasion de les partager, de les faire connaître et de comprendre qu'en fait, dans le monde entier, que ce soit ici en Inde, à Madagascar, tout dans les endroits où on est passé, il y a des tas de gens qui font avancer le monde vers une vie meilleure, à leur façon, avec leur fragilité et leur lenteur, mais qu'ils font quand même. Merci à tous les deux. Pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, Jean-Louis, sur cette question de l'écologie et peut-être des enjeux éducatifs aussi qu'on peut... Des enjeux éducatifs. Moi, j'ai été quand même intéressé par ces deux écologistes, parce que quand on entend écolo, c'est quand même une connotation très politique, très dogmatique, militante, voire mettre l'homme noyé dans un grand tout. Ça a été un petit peu dit quand même, mais quel l'univers, alors que la foi chrétienne, précisément, non, mais je plaisante, mais la foi chrétienne met vraiment l'homme dans l'univers, mais aussi un peu au-dessus. En tout cas, il y a une place unique pour en être responsable et dépositaire. Et je crois que toute une philosophie de vie chrétienne ne peut être qu'écologique. C'est-à-dire que le regard que je pose sur l'autre, le regard que je pose sur la nature, ne peut être qu'écologique. Si je suis chrétien, parce que je respecte le plus grand écologiste qu'on puisse citer, c'est saint François d'Assise. Et nos papes ont écrit largement, surtout les derniers, sur le respect de la nature et sur l'homme, la responsabilité de l'homme
dans la nature. Hein. La place unique qu'il a est au service de la nature, hein, pour nos enfants et nos petits-enfants. Des enjeux éducatifs, justement. Alors, des enjeux éducatifs, nos enfants, moi je suis très terrien, donc mes enfants savent reconnaître les arbres, savent s'arrêter, parler aux arbres, savent, oui bien sûr, mais c'est très important. La nature, ça fait partie de nous-mêmes, on en a besoin, elle nous nourrit, elle nous rend heureux, ça nous éveille au beau. Donc oui, tout petit, déjà emmener les enfants dans la nature et leur faire découvrir autre chose que le bitume. Merci beaucoup Jean-Louis, merci à tous les deux. Et alors si vous souhaitez en savoir plus, hein, vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur notre site ktotv.com. Vous pourrez également revoir cette émission. Merci à tous, très bonne semaine, à mercredi prochain, au revoir.